Alors, nous aurons déjà une première information concernant l'Observatoire international du contrôle de gestion. Pourquoi et comment est née l'idée? Les pratiques de contrôle de gestion peuvent différer en fonction des pays, en fonction des secteurs d'activité. On voit qu'elles diffèrent également en fonction des tailles d'entreprise. Et il est apparu intéressant à la DFCG, dans le cadre d'un partenariat entre la DFCG, les 6e conférences conseil et l'Université Paris-Dauphine, de lancer un observatoire du contrôle de gestion à un niveau international. Donc l'idée, c'est d'avoir une analyse, si possible, annuelle. Notre objectif est venu également en 2012, qui, à l'aide d'une enquête qui a été déployée dans un certain nombre de pays, je vais vous décrire lesquels, compare les pratiques et essaie d'identifier s'il y a des points communs ou des divergences entre les pays, entre les secteurs, ou éventuellement en fonction d'autres critères d'analyse. Cet observatoire n'existait pas, et donc il nous est paru intéressant de le lancer sous cette forme-là, avec le concours d'un certain nombre de personnes. Il a été lancé et piloté par un groupe de travail que j'ai eu le plaisir d'animer. Donc certaines personnes sont ici, d'autres dans la salle et d'autres n'ont pas pu venir, mais je vais tous les citer, et par ordre alphabétique. Donc Francis Kipizani, qui est à la gauche, qui est concepteur du modèle de pilotage responsable, qui est également en charge de la certification de l'ingénierie internationale. Au passage, il a été pendant 35 ans responsable de direction financière et de contrôle de gestion dans différents groupes internationaux. Deuxième membre du groupe de travail, Catherine Debloc, qui est Finance Manager chez Microsoft France, qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être présente. Catherine Dubordeuillard, qui est consultant senior chez Segos, qui ne doit pas non plus être dans la salle, je ne l'ai pas vu. Xavier Durand, à ma droite, qui est responsable du département finance de l'ESCA à Angers, qui est docteur en sciences de gestion, qui est également intervenant au CNAM et qui enseigne principalement le contrôle de gestion et la science financière. Et il est par ailleurs vice-président de la région DFCG Bretagne-Pays de Loire en charge de la région Angevine, de la délégation angevine. Catherine Cusla fait partie du groupe de travail, elle est professeure des universités, à l'université d'Angers et à l'université Paris-Dauphine. Elle est aujourd'hui à Londres, à ma connaissance, et donc pour un certain nombre d'obligations professionnelles, elle n'a pas pu se joindre à nous. Sylvia Piel, juste à ma gauche, est actuellement directrice financière d'Armentieri. Donc elle a commencé sa carrière comme contrôleur de gestion pour les fromageries Belle. Elle a ensuite rejoint le groupe Sephora, puis elle est revenue dans l'agroalimentaire pour le groupe d'Arpen-Margal, et enfin elle est depuis un peu plus d'une dizaine d'années en charge de la direction administrative et financière d'Armentieri pour la France, le Benelux et Monaco. Armentieri, un groupe qui comprend 450 magasins en expansion régulière de 25 magasins par an, et donc dans une croissance positive. Dernier membre du groupe de travail, Nicolas Zanelli. Je sais qu'il est tout à l'heure, il était au fond de la salle, mais il s'est déplacé au premier rang. Je leur remercie, qui est directeur financier de Mayence et qui donc nous a aidés. Donc voilà la composition du groupe de travail. Nous aurons également un intervenant qui ne faisait pas partie du groupe de travail, et ça nous a paru intéressant d'avoir un œil entre guillemets externe, qui est Olivier Stéphan. Donc Olivier est actuellement directeur du contrôle de gestion du groupe SEB. Groupe SEB qui est très international, puisque 80% du chiffre d'affaires est fait à l'international, et le développement en Chine est un axe majeur avec l'opération qui a été faite par le groupe. Précédemment, il a été en charge du contrôle de gestion en France et en Allemagne pour Matra Communication, et il a passé une dizaine d'années pour Bouygues Télécom dans des fonctions de direction financière de business unit ou de contrôle de gestion. Et il nous apportera un éclairage complémentaire à ce qu'on a pu faire dans le groupe de travail, ce qui sera intéressant. Alors, quelques mots sur...
je vais déjà dire quelques mots sur la décision performance conseil pour que vous puissiez nous connaître et je reviendrai sur l'observatoire. Je vous promets, je ne vais pas y passer très longtemps, juste 30 secondes pour vous dire que donc décision performance conseil, nous sommes un cabinet de conseil avec 4 domaines de compétences. Nous aidons nos clients sur le pilotage de l'entreprise, donc tout ce qui est reporting, consolidation, contrôle de gestion et évolution des SI Finances. Nous travaillons également sur le sujet processus et maîtrise des risques avec les sujets cartographie de processus, optimisation des processus et tout ce qui est risque réglementaire qui est de plus en plus prégnant par les temps qui courent. Nous travaillons sur le management de projet où nous aidons nos clients sur les méthodologies de conduite du projet ou sur le pilotage opérationnel de projet. Et le dernier axe de compétences concerne la performance des systèmes d'information avec soit des sujets de gouvernance DSI, soit des sujets qui ne sont pas forcément cités dans la liste de contrôle de gestion de la DSI ou de pilotage des coûts de la DSI, sujet toujours un tout petit peu compliqué. Donc 2 axes, un axe finance, un axe SI. Les clients pour lesquels nous travaillons sont répartis dans différents secteurs d'activité, que ce soit la banque, la distribution, les énergies, l'industrie évidemment, les télécoms et le transport. Je ne passerai pas plus de temps sur décision performance conseil. Alors, pour compléter les acteurs de l'Observatoire, donc l'Observatoire a été mené sous la forme d'une enquête que nous avons diffusée dans 14 pays via les associations des directions financières dans ces pays, donc vous en avez la liste, le CIMA, la FI aux États-Unis, Finex, IFU. L'IAFI nous a beaucoup aidés et je remercie au passage Armand Angéli, ici présent au fond de la salle, pour son aide et son support, puisque l'IAFI est l'association des associations de directeurs financiers et donc nous a permis de piloter cette enquête dans ces 14 pays avec ces 9 associations. L'UNEF et le Japon également ont participé. Je remercie également Daniel Becarouette qui a bien voulu préfacer le hors-série que vous avez et nous soutenir dans cette démarche. Oups. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le contenu, quelques éléments sur le profil des répondants à cette enquête. On a eu à peu près entre 400 et 500 réponses à travers le monde, avec un peu plus de 40% de réponses à l'international. Donc, autant vous dire qu'il a fallu quand même déployer une certaine énergie, parce qu'il est plus facile d'obtenir, quand on est français, à la DFCG, des réponses de membres de la DFCG que de membres de différents autres pays, mais c'était le challenge. Une bonne représentativité à la fois en taille d'entreprise, donc on a à la fois des grandes, des moyennes et des petites, et en termes de secteur d'activité, avec tous les secteurs qui sont correctement représentés. Nous avons des profils de répondants qui sont dans l'ensemble de haut niveau, plutôt directeur de contrôle de gestion, direction financière, avec donc une vision d'ensemble plus pertinente. Un premier constat, puisqu'on leur a posé des questions sur leur périmètre de responsabilité, et en particulier la relation entre le central et les entités locales. On note un pouvoir de décision qui est toujours centralisé sur le siège, c'est-à-dire qu'ils indiquent clairement que les grands choix sont pilotés par le siège et la direction générale, même si certains aspects sont petit à petit délégués aux entités locales. Et en particulier le développement d'un certain nombre d'indicateurs de performance et la définition de certains processus sont de plus en plus délégués. Voilà, évidemment, tout ceci varie selon la culture des groupes, puisqu'il y a certains groupes qui sont plus centralisés, d'autres moins, mais un premier constat général. Voilà pour cette introduction. Je vais ensuite passer la parole successivement à nos différents intervenants pour balayer 4 grands thèmes. Le premier concernera les activités du contrôleur de gestion. Le second concernera les processus, et Sylvia Piel nous en parlera. Puis ensuite, Francis nous parlera des méthodes et systèmes, et Xavier nous parlera de la typologie des pratiques de contrôle de gestion que nous allons essayer de bâtir. Alors en fait, sur les activités, je vais passer la parole à moi-même, donc je vais enchaîner directement. Donc on a recensé, j'espère que le diagramme est bien visible, on a recensé le temps passé par les contrôleurs de gestion sur les différentes activités, avec une analyse également de l'évolution du temps.
pour uniquement s'attacher au point essentiel. Donc la majeure partie du temps consacré par les contrôleurs de gestion porte sur leur reporting interne, sur les prévisions et sur le budget. Bon, relativement classique, mais enfin, le reporting interne a quand même un poids encore intégralement prépondérant. On note à l'inverse un décrochage des sujets comptabilité générale. Bon, ça faut se comprendre, mais aussi comptabilité analytique le contrôleur de gestion il passe nettement moins de temps. Ce qui est finalement assez logique, c'est-à-dire qu'on parle depuis quelques années que le ratio 80-20 entre le temps consacré à la production du chiffre et le temps consacré à l'analyse va s'inverser. Visiblement, cette inversion a eu lieu. Il y a visiblement un certain nombre d'automatisations dans la production du reporting qui a permis d'avoir de concentrer son temps sur l'analyse. 3 activités en croissance qu'il faut souligner. L'activité projet, donc de plus en plus d'intervention du contrôleur de gestion sur des projets. Je pense que ça c'est expliqué par le fait que dans l'organisation des entreprises, le travail en mode projet est de plus en plus fréquent, que c'est aussi une façon de s'adapter à une conjoncture, à un environnement qui bouge beaucoup. Et donc le contrôleur de gestion a une posture différente, on n'est plus sur de l'activité récurrente avec des indicateurs récurrents, mais sur la mesure de performance de projet. Une croissance également sur la participation du contrôle de gestion sur les systèmes d'information, où le rôle du contrôleur de gestion dans la construction d'un système de pilotage va croissant. Et puis une dernière croissance, un dernier élément de croissance qu'il faut souligner, tout ce qui est risque et contrôle interne, où le rôle du contrôle de gestion comporte de plus en plus d'analyse sur cet aspect. On a également posé des questions en termes de valeur ajoutée perçue par le contrôleur de gestion et d'évolution de cette valeur ajoutée. Donc 2 éléments saillants. Le contrôleur de gestion considère que tout ce qui est business review et analyse d'écart sont quand même les 2 points où il peut apporter le plus de valeur ajoutée et où il a l'intention d'y passer plus de temps. Donc une croissance de l'importance des business review et des analyses d'écart. Et puis un sentiment d'utilité plus faible sur le reporting interne. Donc, visiblement, le reporting interne doit être automatisé et le contrôleur de gestion ne pense pas que ce soit l'axe de plus d'utilité. Et puis une espèce d'antinomie avec le côté système d'information où il passe un certain temps, il est convaincu de l'utilité, mais pas forcément de la valeur ajoutée. Donc il y a, je pense, dans l'appréhension du système de pilotage, encore un certain nombre de choses à mener. On pourra en reparler éventuellement. Dernier sujet, on a posé quelques questions sur les activités complémentaires du contrôleur de gestion, les éléments qui arrivent en premier. Donc les nouveaux systèmes de contrôle de gestion et de pilotage sont des activités complémentaires qui le préoccupent beaucoup, la gestion des risques, je dirais. Voilà pour quelques éléments sur les activités. Est-ce que, à ce stade-là, Olivier, tu as envie de réagir, ajouter quelques éléments? Allô? Oui. Bonjour à tous d'abord. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur la partie qu'a commenté Frédéric. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le faible temps passé sur la comptabilité analytique. Puisque à un moment où on parle tous les jours de business model différencié par produit, ce qui est vrai par exemple chez un opérateur télécom en train de forcer un prépayé, ce qui est vrai éventuellement chez nous, chez SEB, entre la rentabilité par exemple d'un fer à repasser entre un pays émergent et un pays mature, c'est complètement différent. Et je pense que si on veut s'adapter au monde vers lequel on va, je pense qu'il faudrait probablement recentrer